Et notre invité aujourd'hui dans TicTech, c'est Christophe de Bec de Lièvre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama dans TicTech, en partenariat avec Madines et Julien Casqui qui est avec moi. Merci. Donc PDG et fondateur de la plateforme freelance Le Hibou. Le Hibou, l'actu, c'est que vous avez fait votre entrée, applaudissements évidemment, dans le Next 40. C'est super, on est heureux pour vous. Vous êtes une plateforme de mise en relation des freelances, notamment dans l'univers de la tech. Pour moi, il y avait Malte. Ouais. J'avais d'ailleurs croisé, interviewé sur une autre antenne le patron de Malte. Comment il s'appelle déjà? Alexandre Fréty ou Vincent Huguet. Alexandre Fréty, voilà. Donc c'est un Malte bis ou est-ce que je résume mal? On n'est pas un Malte bis, puisque évidemment on fait tout pour être différent de nos concurrents, même si évidemment Malte est partie de notre écosystème. Malte est plus gros, Malte a levé beaucoup plus d'argent que nous. Alors que le Hibou est une entreprise que j'ai partiellement bootstrappée. Donc bootstrappé, il faut le rappeler. Bootstrappé, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas forcément levé des fonds, en tout cas pas beaucoup, vous n'avez même quasiment pas levé de fonds. Et donc la croissance se fait vraiment par la génération de revenus qui permet en fait de développer l'entreprise sans avoir à lever des fonds. En fait, ça veut dire ça, bootstrappé. Donc exactement. Il n'y a pas eu de strapping quoi. Debout, comment vous dites? Bootstrappé. D'accord. C'est l'inverse de faire appel à des partenaires financiers. J'ai encore appris un truc aujourd'hui, parce que même moi j'apprends des trucs dans TicTech, c'est comme ça qui est bien. Comment vous sélectionnez les profils? Comment vous, concrètement, comment vous faites et comment vous vérifiez qu'ils correspondent bien aux postes qui sont proposés? Alors, vous faites de la mise en relation. Voilà, notre mission effectivement, c'est de créer une passerelle, de mettre en relation les meilleurs consultants indépendants dans la tech avec des grandes entreprises, essentiellement des grandes entreprises. Donc CAC 40 ou pas seulement? Pas seulement, mais on fait 90% de notre chiffre d'affaires avec le CAC 40 et SBF 120, donc les 160 plus grands groupes français. En fait, notre vision, c'est de voir que les codes du travail changent, que les organisations changent, et que maintenant, on a des équipes pluridisciplinaires avec des gens en CDI, avec des externes. C'est moi qui vous apprends un truc. En fait, dans le SBF 120, il y a le CAC 40, en fait, c'est comme des poupées russes. Donc ça fait les 120. Alors que ça fait 120 au total. C'est bien parce que ça fait match nul. Ouais. Bien là. Ça, j'ignorais complètement. Et oui. D'accord. Et donc, bon, pardon, c'était je vous en prie. Donc voilà, et donc fondé en 2015, ça je sais pas si on l'a dit. On va fêter nos 10 ans, tout à fait, dans 2 mois. Et donc, vous rachetez, c'est votre premier achat, vous procédez à votre premier achat, vous rachetez Adonis Sécurité, un cabinet de conseil en cybersécurité. Pourquoi racheter Adonis? Alors, en fait, on a eu la chance d'avoir une croissance organique très forte pendant 10 ans. On est passé de 0 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en s'auto-finançant en très grande partie. Avec une croissance organique qui a toujours été de l'ordre de 70 à 100% de croissance. On arrive à une taille où ça devient plus difficile d'avoir ce niveau de croissance. Et donc, assez logiquement, la croissance externe est d'actualité chez nous. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, vous parliez de nos concurrents. En fait, nous, on est un pure player de la tech. On fait que de l'IT. Et vous le resterez. Et on le restera. Ad vitam aeternam. Levez la main et dites ça, cher ami, je ne le promettrai pas, mais en tout cas, notre stratégie, c'est vraiment justement d'être le leader de la tech en France et maintenant en Europe, puisqu'on a atteint l'objectif en France. Et c'est ce qui fait aussi notre différence, c'est ce qui nous démarque de nos concurrents. Quelle part de marché, justement, sur cette, ce qui n'est pas une niche, mais sur la tech? On peut dire qu'il y a une part de marché. Parmi les plateformes de freelance tech, on est la plus grosse. Numéro 1, on est numéro 1, mais on doit avoir à peu près 30% du marché. Après, le marché global, qui inclut les ESN, entreprises services du numérique, est beaucoup plus gros. Et les plateformes restent encore assez embryonnaires. Donc, on a une profondeur de marché qui nous laisse penser qu'on peut encore grossir énormément. Mais pour revenir à votre question, Julien, sur les acquisitions externes, en fait, notre stratégie, c'est d'avoir une stratégie de multispécialistes dans l'IT. Et là, l'acquisition qu'on vient de faire, c'est une entreprise spécialisée en cybersécurité. Et donc, l'idée, c'est d'avoir comme ça des verticaux sur la data, sur la cyber, sur le cloud, etc., pour justement matérialiser notre approche de spécialiste de la tech. Quelle est votre proposition de valeur? Encore une fois, question d'un Béotien qui n'y connaît rien par rapport à Malte ou aux autres. Qu'est-ce qui vous différencie, que ce soit du point de vue du freelance ou de l'entreprise qui fait appel à vous? Alors, il y a plein de choses. Exactement. Lesquelles la première chose, c'est que en fait, traditionnellement, notre marché, il était organisé par des sociétés de conseil ou des ESN, comme je le disais, qui font intervenir des gens qui sont salariés dans une organisation et puis qui interviennent pour des clients finaux. Nous, on n'a pas cette notion de salariat, donc on a une objectivité totale dans la sélection des consultants qu'on fait intervenir.
Et notre modèle, c'est un modèle de marketplace, donc il repose beaucoup sur les avis, les notations des anciens clients chez qui ont travaillé ces consultants. Donc on va dire par exemple à notre client BNP Paribas, ce consultant, il a travaillé chez Natixis et voilà l'avis de l'ancien donneur d'ordre. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et qui amène beaucoup d'objectivité dans le modèle par rapport aux acteurs traditionnels. Par exemple, par rapport à Malte, c'est vraiment généraliste Malte. Donc, ils vont proposer un contrôleur de gestion voilà, en consulting. Ils vont pas être que sur la tech, alors que vous, vraiment, votre spécificité, c'est vraiment d'être pure player. Et ça, j'avais compris. Ma question, c'est de savoir le parcours, entre guillemets, client, à la fois côté boîte ou côté… mais ceci étant, c'est quand même une vraie différence. C'est-à-dire que le fait d'être spécialisé, on comprend quand même mieux les enjeux de nos clients sur les problématiques tech. Et puis la particularité de notre modèle, si vous voulez, c'est qu'on a un modèle hybride. À l'heure où on parle que d'IA, que d'automatisation, etc., évidemment, on a beaucoup investi dans l'IA. Mais le hibou, c'est un modèle à deux pattes, un modèle hybride. On a de la techno avec de l'IA et on a de l'humain. Et moi, je veux garder ça. C'est vraiment la pierre angulaire de notre modèle. C'est-à-dire que nos clients qui sont des grands comptes, ils parlent avec des hommes et des femmes qui les accompagnent et ce n'est pas uniquement un modèle 100% des intermédiaires. Heureusement que vous n'appelez pas le guépard parce que ce ne sera pas un modèle à deux pattes pour le coup. Oui, exactement. Voilà, exactement. Et la cybersécurité, c'est vos clients, vous demandez en fait d'être plus fort dans la cyber. Vous allez, je crois, ça va être 20% de votre activité désormais, la cybersécurité. Ouais, c'est ça. On va faire à peu près 30 millions de notre chiffre d'affaires en cyber. Ce qu'on voit, c'est que c'est un secteur en devenir. On a tous des problématiques de cyber. Il n'y a pas une organisation qui n'est pas touchée. Donc ça faisait partie de nos axes stratégiques de développement. Et pourquoi avoir attendu 10 ans avant de réaliser votre première acquisition ? Alors ça, c'est des choix d'entreprise. Ouais. Comme vous l'avez compris, j'ai autofinancé l'entreprise pendant 7 ans avant de faire entrer un fonds d'investissement qui s'appelle Ring Capital. Parce que vous étiez rentable aussi. Ouais. Il y avait le cash flow pour financer les investissements. Oui, tout à fait. Mais ça permet quand même d'accélérer, d'avoir un fonds d'investissement, de structurer, de se professionnaliser, de constituer un board. Vous étiez réticent, vous étiez rétif à l'idée de faire entrer un fonds ? Au-delà de la stratégie de… J'étais hésitant. Parce que le hibou, c'est ma 5e boîte. Hésitant. Ouais, hésitant, c'est un peu différent. Le hibou, c'est ma 5e boîte. Et en fait, j'avais jamais eu de fonds d'investissement par le passé. Donc, je voulais être sûr de ne pas me tromper, d'avoir le bon partenaire et d'arriver à en tirer vraiment de la quintessence. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Donc, je suis très content de l'avoir fait. Je pense qu'ils nous ont aidés à grossir plus vite et à scaler le modèle. C'est pas seulement apporter des fonds, hein, encore une fois. Les fonds d'investissement, c'est pas seulement apporter du capital, de l'argent. Bien sûr. On a souvent l'image, ils sont là, ils donnent de la thune, et puis au bout de 5 ans, il faut qu'ils aient doublé, mais c'est pas seulement ça. Hein. Bien sûr que non. C'est un sparring partner et ils ont un rôle de conseil qui est hyper intéressant. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres rachats dans les prochains mois, prochaines années pour le hibou ? Potentiellement, oui. Alors, on va déjà digérer celui-là parce que racheter une boîte, c'est bien. Moi, je suis hyper content de ce rachat. Parce que la société qu'on a rachetée, Adonis Security, c'est une boîte qui est en croissance, c'est une boîte qui est rentable, qui a une bonne rentabilité. Il y a des équipes commerciales qui ont vraiment un bon esprit de conquête. Donc je suis très content de ce rachat. Après, maintenant, il faut qu'on réussisse l'intégration. C'est toujours un pari humain. Ouais. Combien de salariés vont intégrer le hibou ? C'est en gros, il y a 110 consultants staffés et 10 salariés qu'on récupère et qu'on intègre dans les équipes le hibou. D'accord. Est-ce que la taxe Zuckman vous empêche de dormir quand on s'appelle le hibou ? Il fallait la faire, celle-là. Alors, le hibou, il ne dort pas la nuit, vous savez bien. Oui, c'était la vanne, justement. Bah ouais, j'ai compris, ouais. Non, mais la taxe Zuckman, moi, personnellement, j'avoue que je suis un peu consterné par la situation actuelle. Pas concerné ? Je suis consterné, j'ai dit. Oui, mais vous êtes... Pas concerné, non, je ne suis pas concerné par les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Ils sont concernés que ceux qui sont concernés. Oui, c'est sûr, mais je suis quand même consterné parce que je trouve que ça cristallise tous les débats en ce moment autour de ce sujet-là, ce qui est quand même incroyable. Oui, mais Arthur Match, c'est intéressant. Alors lui, pour le coup, il est consterné. Il n'est pas consterné, il est concerné parce qu'il dit en gros, moi, 24 millions, je n'ai pas les moyens de la payer. Ouais. Mais ça serait bien que, oui, il y a un sujet de justice fiscale dans ce pays, ça serait bien d'en parler sereinement, de trouver sereinement des solutions. Moi, je suis d'accord avec ça. Ce que je voulais juste dire, c'est que ce que vous avez dit en début d'émission sur les entrepreneurs, ils sont pointés du doigt. On en a marre d'entendre ces enfoirés d'entrepreneurs du matin au soir en ce moment dans les médias, alors que les entrepreneurs, ils prennent des risques, ils créent des emplois, ils produisent de la richesse. Et accessoirement, il n'y en a que 7% qui arrivent au terme des 10 ans quand on crée une entreprise en France. Donc, il faut arrêter de les pointer du doigt. C'est quand même grâce à eux en fait, qu'il y a des salariés dans les entreprises. Et puis ils prennent des risques, il y a souvent des échecs. Enfin voilà, c'est pas un billet de loto, quoi. Hein. Exactement. Moi, ce qui me choque un peu, si vous voulez, c'est que je trouve qu'on se trompe de diagnostic et de débat. On ne parle que de surtaxer les riches.
Bon, pourquoi pas, il y a sûrement un sujet. Mais enfin, pour moi, le vrai débat en France, c'est la gestion des retraites, la gestion de la dette, la gestion des prestations sociales. Moi, je suis beaucoup plus choqué par des jeunes qui bossent 1 an et qui partent 1 an avec leurs assédiques faire un tour du monde, que par le fait de se dire comment on fait pour essorer les plus riches. Après, sur le fond du sujet, c'est vrai qu'on ne mange qu'un steak par jour, donc le milliardaire, qu'il ait 5 ou 10 milliards, au bout d'un moment... Ça dépend de la taille du steak aussi, après. Ouais, mais même un très gros steak, à un moment donné, il y a effectivement probablement un sujet dans notre pays de désalignement entre les très très riches et puis Justice fiscale. Justice fiscale, oui, si on veut, mais enfin, on est quand même dans un pays qui redistribue beaucoup. Il faut arrêter de dire que... je ne l'ai plus en tête, mais avant redistribution, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres, c'est 1%, je ne sais pas quoi, et post-redistribution, c'est 1 à 3. De 1 à 50 à 1 à 3. Donc, le job de redistribution, encore une fois, des richesses se fait en France. On peut dire qu'il ne se fait pas assez, mais il se fait. Quand on voit les chiffres INSEE. Exactement. Moi, en fait, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est pas tellement qu'on se dise quelqu'un qui a 100 millions, 1 milliard, etc., il faut qu'il redistribue plus. Sur le fond, philosophiquement, je suis assez d'accord avec ça, parce que ça n'a pas de sens d'avoir tant d'argent. Le truc qui m'embête, c'est que là, on veut taxer l'outil de travail. Et pour moi, ça, c'est un non-sens absolu. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à nationaliser des boîtes à qui on va piquer 2%. 10 ans, ça passe vite. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, on a L'Oréal ou LVMH qui appartient partiellement à l'État. Le hibou. Le hibou, exactement. Et ça, je dans 30 ans, ça ne vous appartient plus. Ouais, c'est ça. Et c'est une forme d'ingérence qui est hallucinante. On va freiner les trajectoires de croissance des entreprises en leur imposant en fait avoir au capital le gouvernement ou la BPI, même si j'adore la BPI. Donc je trouve qu'en fait c'est pas sain. Et puis on a beaucoup parlé dans les médias du problème des boîtes qui lèvent beaucoup d'argent, mais en fait c'est une survalorisation qui est liée au montant levé. Et du coup, ça n'a pas de sens en fait de commencer à vouloir taxer ces entreprises. Je reviens juste peut-être aussi sur vos chiffres parce que vous êtes rentable. On l'a dit, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, membre du Next 40. Vous êtes un peu sous les radars, hein, voilà, par rapport à d'autres, même si vous êtes du B2B, par rapport à d'autres startups. Ouais. C'est quoi aujourd'hui la sauce secrète de votre entreprise? Secret Source. Alors, c'est vrai qu'on est un peu sous les radars, on est un peu vivons cachés, vivons heureux, mais probablement parce que j'ai toujours eu à cœur de développer la boîte et ça a toujours été mon focus. Maintenant, on est très content d'être dans le Next 40 et typiquement, je suis ravi d'être invité aujourd'hui chez vous. Je pense que la secret sauce, il y a plein de choses. Si je devais en retenir 2, je dirais que c'est avoir une stratégie claire dès le début et pas opérer de pivot trop souvent. Ce qui a été notre cas. Moi, j'avais une vision de l'entreprise et en fait, on n'en a pas changé. Pivot, on explique ou pas Non, on explique tout. C'est un changement de stratégie. Comme moi, on explique tout. Pivot, et ça veut dire qu'on change de business model. Ouais, ou on change de stratégie, on change de marché. Pourtant, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent on a heureusement, à plusieurs moments, on a pivoté quand même. Ouais, mais il faut pivoter de temps en temps, mais pas trop souvent. C'est bien, il y a beaucoup de boîtes qui démarrent, au bout d'un an, ils disent merde, en fait, on n'est pas sur le bon modèle, etc. Et finalement, ils pivotent. Et c'est très bien. Mais en tout cas, je pense que nous, on a eu une vision assez claire de là où on voulait aller dès le début. Et puis après, en fait, ce qui fait la réussite d'une entreprise par rapport à une autre, c'est vraiment sa qualité d'exécution. Et ça, c'est directement lié aux équipes. Nous, on a la chance chez Le Hibou d'avoir des super équipes. À partir du moment où on arrive à structurer, mettre en place le management et recruter des bons talents, en fait, globalement, on va vite. Christophe de Bec-de-Lièvre, pourquoi les jeunes et les gens en général ont tant envie ou de plus en plus envie, c'est ce que les chiffres nous disent, ce que votre succès montre aussi, d'être freelance? Franchement, un petit CDI, pépère et tout, ça donne envie, on est tranquille. Freelance, c'est se remettre en question, c'est avoir des clients, en retrouver. Il faut croire que les nouvelles générations s'émancipent. Qu'est-ce qu'ils recherchent les gens quand ils sont en freelance? Moi, je pense gagner que, plus, on comprend qu'ils peuvent gagner plus puisqu'ils ont... Ouais. Ils peuvent gagner plus, mais ce n'est qu'un des éléments, je pense, qui fait qu'ils deviennent indépendants. D'abord, en fait, on est dans les métiers du numérique, dans les métiers de la tech. Donc les gens, ils travaillent pour des clients. Et donc, en général, leur sentiment d'appartenance à un employeur, grosse société de conseil ou ESN, il est forcément plus faible. Ils passent beaucoup de temps chez les clients. Et ensuite, je pense que c'est générationnel. Ils ont envie de prendre leur indépendance, de pouvoir choisir leurs clients, choisir l'endroit où ils travaillent, choisir leur rémunération. Tout ça, en fait, concourt à leur donner un sentiment de liberté qui correspond bien aux aspirations des nouvelles générations. Ouais, est-ce que aujourd'hui le marché du travail, est-ce qu'il leur est favorable à ces indépendants, à ces jeunes? Dans la tech, j'ai envie de dire oui, dans la tech. Dans la tech, ouais. Alors,
Historiquement, oui. Clairement, on a la chance d'avoir le vent qui pousse assez Moins fort aujourd'hui dans notre dos. Moins depuis 2 ans. C'est sûr que le marché s'est un peu contracté. Mais malgré tout, ce qu'on opère chez nos clients, ça reste des sujets stratégiques. On n'est pas sur du nice to have. Et donc, malgré tout, toutes les entreprises se digitalisent. Donc, notre métier, en fait, il reste primordial pour nos clients. C'est vrai que le marché est un peu plus dur, donc on a, je dirais pas un essoufflement, mais peut-être que les jeunes aujourd'hui hésitent un peu plus avant de devenir indépendants. D'où l'idée de partir à l'international, en Europe aussi. C'est ça aussi l'objectif, c'est de compenser ça par une expansion en dehors de France. Alors c'est ça, mais pas seulement, parce que en fait, si vous voulez, en France, comme je disais tout à l'heure, la profondeur du marché est telle que nous, on fait 150 millions. Je pense que si on se débrouille bien, on fera 500 millions dans 3 ans. L'international, c'est plutôt une stratégie de se dire, bah voilà, on arrive à une phase de maturité après 10 ans, on va commencer aussi à essayer de devenir un groupe européen. Est-ce que vous voulez lever des fonds, là vous dites 500 millions d'euros dans 3 ans de chiffre d'affaires, est-ce que vous avez envie de réaliser une grosse levée de fonds ou est-ce que ça ne vous intéresse pas? Et la bourse derrière. Et la bourse derrière, ouais. Production en bourse, on est sur Boursorama. Est-ce que c'est une belle histoire qui se finit en bourse? Alors, c'est pas chez Boursorama qu'il faut dire ça, mais moi, j'ai toujours été un peu frileux de la bourse. Je vois beaucoup de gens qui vont en bourse. Merci beaucoup pour des becs de lièvre, merci. Non, mais j'avoue que je suis un peu... Il est frileux. Le hibou est frileux. Sur la bourse, j'ai dit. Pourquoi? Pas de manière générale. Le hibou est très audacieux pour le reste. Pourquoi vous êtes frileux sur la bourse? Parce que j'observe qu'il y a pas mal de gens qui vont en bourse puis qui en sortent. Ça coûte cher. Ça défocus le dirigeant qui est tout le temps à regarder son cours de bourse au lieu d'avoir une vision long terme et puis de gérer l'entreprise du coup sans regarder tout le temps ses chiffres. C'est pas rien de rentrer en bourse honnêtement. C'est un bon levier d'accélération. Mais c'est une liquidité, mais dont la contrepartie apporte beaucoup de contraintes. C'est ça. Vous avez la taxe Zuckman qui arrive et puis vous perdez 20% de votre valeur du jour au lendemain. Facteur complètement exogène à votre industrie ou à votre propre performance. Signe noir. Exactement. Pour le hibou. Exactement. Sur la levée de fonds, est-ce que ce serait possible ou pas, ou vous continuez sur ce mode bootstrap? Alors, oui, de toute façon, à partir du moment où on a un fonds d'investissement qui est rentré, dans le cycle classique, ils sont rentrés il y a 3 ans et demi. Les fonds, vous savez bien qu'ils tournent, donc à un moment donné... Ils vont revendre, le fonds va revendre ses participations. Voilà, exactement. Et puis on refera un tour avec d'autres partenaires et probablement dans l'idée d'accélérer plus largement en Europe à ce moment-là. Bon, et bien à ce moment-là, vous reviendrez. Hein, la porte de l'émission TicTech vous est grande ouverte. Christophe de Bec de Lièvre, PDG et fondateur de la plateforme freelance Le Hibou. Merci, ça fut un plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Ciao. Merci.